Merhaba, à cette semaine en Turquie. Asphyxiés par les dettes, une famille de 4 frères et sœurs ont choisi la cyanure pour se suicider à Istanbul. Dans le sud, à Antalya, même scénario de précarité économique, un père de famille a aussi choisi la cyanure pour tuer ses 2 filles et sa femme avant de se donner la mort. La nouvelle a bouleversé l'actualité en Turquie. 4 frères et sœurs se sont suicidés à Istanbul avec de la cyanure. Ils avaient pris la précaution de prévenir les personnes qui allaient entrer dans l'appartement en accrochant un papier sur la porte où il était écrit Attention, présence de cyanure. À Antalya, c'est un père de famille qui a empoisonné ses 2 enfants et son épouse avant de se donner la mort lui-même. La fratrie à Istanbul traversait des difficultés économiques. À Antalya, le père de famille a laissé une lettre expliquant les causes de sa mort. Comme pour Istanbul, les mêmes raisons. Difficultés économiques. À Istanbul, ce sont les voisins qui ont alerté la police en voyant le mot accroché à la porte qui disait Attention, présence de cyanure. Après l'examen préliminaire effectué sur les 4 frères et sœurs dont les âges allaient de 48 à 60 ans, il en est ressorti qu'ils étaient morts après avoir absorbé de la cyanure. Les investigations continuent. La seule personne qui travaillait parmi les 4 était Oya Yetishkin. La dernière fois qu'elle avait fait ses courses, elle aurait dit Mon salaire a été saisi. L'épicier du quartier Youssouf Deniz a déclaré Les 4 frères et sœurs vivaient dans le même appartement. Les 4 étaient célibataires. Ils n'avaient personne d'autre. Ils avaient des problèmes économiques. Ils avaient chez moi une note de 2620 liras. D'autres personnes ont également relaté une information disant qu'ils avaient hérité des dettes de leurs parents et que cela les avait enfoncés encore plus. À Antalya, c'est une famille habitant le dernier étage d'un immeuble que le meurtre et le suicide a été constaté. Une famille de 4 personnes dont 2 enfants mortes a été découverte par la police. Dans le salon, Selim Şimşek et ses enfants Ceren et Ali Çınar étaient sans vie. Ils se tenaient par la main. En inspectant la maison, les policiers ont également découvert dans la salle de bain le corps sans vie de la mère Sultan Şimşek. Un dispositif policier a été mis en place autour de la maison et les équipes de médecine légale rendues sur place ont donné leurs premières hypothèses. Mort par empoisonnement. Le père a laissé une lettre avec plusieurs détails concernant les raisons de ce geste. Selim Şimşek y a écrit qu'un adjoint à la mairie d'Antalya et son assistant lui avaient promis depuis de longues années un travail en échange de 450 000 livres turcs, et qu'après avoir encaissé l'argent, ils avaient fait comme si de rien n'était, comme s'ils ne se connaissaient pas. Le père de famille a dit que l'on pourrait remonter la trace de cette escroquerie en regardant les mouvements bancaires et les appels téléphoniques. Dans la lettre, il explique aussi avoir résisté pendant longtemps à ses difficultés économiques, mais qu'il s'était retrouvé dans une impasse. Aujourd'hui, je suis rejointe par l'économiste Haluk Levent. Merci d'être ici, Monsieur Levent. Bonsoir. Les enquêtes judiciaires. Bonsoir. On a tous regardé ces images tristes de l'actualité. Je vous demandais, est-ce que la crise économique et la malaise sociale permanente du pays poussent les gens dans des situations précaires économiques au désespoir? Oui, probablement. En Turquie, comme vous savez, nous avons l'habitude de vivre avec les crises. Par exemple, en 94, en 97, 99, 2001, 2009, toujours, nous avions eu des crises très sérieuses. Et on peut dire que les principales caractéristiques de toutes les crises, plus ou moins, sont été pareilles. Premièrement, on a eu toujours une inflation très élevée. Et deuxièmement, on a un choc externe extrêmement fort qui s'exprime avec une forte accélération de chute de la valeur de livre turc. Après avoir eu une très forte choc, la croissance devient une forte négative. Il y a une diminution de croissance et au plus, dans 2 ou 3 ans, l'économie, dans 2 ou 3 années, après avoir eu un tel choc, l'économie s'est réussi toujours de sortir de cette situation grâce à un programme bien encadré, surtout qui est imposé par FMI. Mais cette fois-ci, la crise qu'on a eue est très différente. C'est la première fois que la Turquie expériençait une crise déflationniste. Selon les figures économiques qu'on voit, la production est en train de récupérer, plus ou moins, disons, parce que la crise a commencé l'année dernière. Donc,
juste après le 2015 événement, nous avons eu une très basée à une situation politique, mais après, on a eu une crise en 2018, et après, quand on regarde les chiffres d'aujourd'hui, on peut voir que la production est en train de récupérer, mais par contre, l'emploi continue toujours d'un niveau très bas selon les figures qui étaient déclarées par TUIC. Aujourd'hui, particulièrement aujourd'hui, TUIC a déclaré les figures d'emploi actuelles. Et quand on regarde cette figure, on voit que le taux de chômage a augmenté à peu près 25% depuis l'année dernière. Donc, c'est un choc vraiment fort. Et le taux de chômage hors agriculture a augmenté jusqu'à à peu près 17%, qui est très très fort. C'est pratiquement impossible d'imaginer une taux élevé comme celle-ci. Donc, mais nous devons dire que au lieu pardon, avec le chômage, on a un autre problème, particulièrement pour la population jeune, qui sont entre 15 et 24. Le taux de personnes qui est ni emploi ni éducation, c'est à peu près 30%. Donc, il y a une immense personne, une immense population qui n'a aucune activité dans la société. La situation devient plus en plus sévère. Nous avons actuellement nous sommes actuellement dans une situation très fragile au niveau social. Parce que le chômage, surtout le chômage de longue durée, augmente de pauvreté. Donc, à cause de chômage, la pauvreté est en train d'augmenter. Et ceci crée une ère de désespoir très lourd parce que le coût social traditionnel de vulnérabilité augmentait avec de nouvelles participations. Et ces de nouveaux participants sont particulièrement des personnes, des populations qui ne sont jamais pratiquées la pauvreté. Ils viennent de couches moyennes. Ils ne savent pas comment lutter contre la pauvreté, comment vivre dans des conditions vulnérables, et probablement le niveau de solidarité sociale dite traditionnelle est en train de disparaître, surtout dans des villes. Donc, je vais vous dire, en tant qu'une société de transition au sens sociologique, la solidarité sociale, plus ou moins, basée une liaison familiale traditionnelle, mais surtout dans les villes malheureusement, on n'a pas eu vraiment créé un soutien institutionnel au lieu de liens institutionnels. Donc, imaginez une personne de couche moyenne qui a perdu son boulot longtemps avant, probablement, il a une ère très malheureuse. Donc, je peux vous dire que oui, les conditions économiques créent l'ère très, très en stress. Donc, il y a... Donc, nous pouvons dire que la précarité, surtout avec des nouveaux entrants,
fragilité sociale dans des villes ou bien dans des métropoles. Donc probablement ils font une ère de ils sont très ils ont eu une ère de difficulté. Donc, il y a un appauvrissement général de certaines classes, on peut dire. Vous en avez un petit peu parlé, mais quels critères communs économiques voyez-vous dans ces deux familles? La principale caractéristique de ces deux familles est probablement le troisième qu'on a eu aujourd'hui, parce qu'on a eu autre suicide familial de famille de 3 personnes. Le principal caractéristique, c'est surtout il vient d'une couche moyenne. Particulièrement les familles qui est suicidée en Antalya sont et aujourd'hui les familles qui fait un suicide aujourd'hui, on a eu une bonne boulot, mais disons, si je ne rappelle pas plus bien, mais probablement 9 mois avant, ils ont perdu de leur boulot. Donc, actuellement, ils sont chômeurs. Ils ne peuvent pas avoir des revenus pour leur vie. Et probablement, comme j'ai déjà dit, puisqu'ils ne sont pas comment dire, ils ne savent pas comment lutter contre la pauvreté, ou bien ils n'ont pas des moyens de vivre dans des conditions vulnérables. Probablement une grande l'ère de désespoir vient de rattraper ces deux familles. Donc, nous pouvons dire que le caractéristique principal, ils sont bien de couche moyenne, ils sont chômeurs et ils ne sont pas eu des solidarités traditionnelles. Qui est en train de pauvreté ne pas bien structurés, ne sont pas bien structurés. Nous avons plusieurs problèmes dans les politiques pour lutter contre la pauvreté, et ça crée un désespoir et ça crée une très grande fragilité sociale au niveau familial, disons. Merci beaucoup, Monsieur Levant, d'avoir participé à notre émission. De rien. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. On continue. Trump a reçu Erdogan à Washington après des semaines de tension pour évoquer la Syrie, les milices kurdes, des prisonniers djihadistes et les fusées S-400. Le président Recep Tayyip Erdogan s'est rendu à Washington afin d'y rencontrer son homologue américain Donald Trump. Le président turc et son épouse Emine Erdogan y ont été accueillis par le président américain et son épouse Melania Trump. Les deux présidents ont eu un tête-à-tête qui a duré 1h15, suivi d'un repas de travail comprenant les délégations. Erdogan et Trump se sont également réunis avec des sénateurs. Plusieurs sujets ont été abordés comme la Syrie, Fethullah Gülen, les fusées S-400 et la résolution de reconnaissance du génocide arménien. Lors de la conférence de presse commune, Trump a réitéré sa volonté de travailler avec le YPG en déclarant à propos d'un de ses dirigeants, Mazloum Kobane, « Nous avons une proche collaboration avec lui ». Le président Erdogan a quant à lui déclaré avoir donné la preuve aux officiels américains
que Kobané était un terroriste. Il a dit « J'ai accueilli avec tristesse le fait qu'un terroriste comme lui puisse être considéré comme un interlocuteur valable par les États-Unis. C'est un terroriste, responsable de la mort de centaines de nos citoyens. Qu'une personne comme ça puisse être considérée de telle manière par notre allié stratégique nous a attristés. » Puis il a continué. « Il faut opérer une différence entre les Kurdes et les terroristes. Les Kurdes sont nos frères, et la majorité d'entre eux vivent en Turquie. » Erdogan a aussi soulevé la question de l'extradition de Fethullah Gülen des États-Unis vers la Turquie, soulignant avoir fourni de nouveaux documents et attendant une action de la part des autorités américaines. Si le thème de l'achat des fusées S-400 a été abordé, les déclarations faites lors de la conférence de presse ont surtout montré qu'on en était toujours au point mort. La Maison-Blanche a de son côté déclaré « Si l'on veut avancer dans les différents sujets, il faudra tout d'abord régler les questions autour de l'achat par la Turquie du système russe de défense aérienne S-400. » Concernant les réfugiés, Erdogan a déclaré projeter relocaliser 2 millions de réfugiés syriens dans la zone de sécurité à la frontière Syrie-Turquie. Trump a appelé l'Union européenne à augmenter l'aide financière à la Turquie concernant les réfugiés. Il a dit « L'Europe doit compenser financièrement le poids des Syriens. La Turquie a dépensé 40 milliards de dollars pour 4 millions de réfugiés. J'ai dit aux Européens qu'ils devaient aider un peu plus dans ce domaine. » Sur la résolution du Congrès reconnaissant le génocide arménien, Erdogan a dit « C'est aux historiens et non aux politiques de décider ce qu'il s'est passé il y a 104 ans lors d'une guerre. » Les partis ont aussi parlé d'augmenter le volume global du commerce bilatéral à 100 milliards de dollars. Au sujet de la célèbre lettre que Trump lui avait adressée, Erdogan a déclaré lui avoir restitué. 20 élus du parti pro-kurde HDP ont été remplacés par des administrateurs nommés par le gouvernement. Le HDP continue de dénoncer les agressions portant décours à la volonté politique du peuple kurde. Les enquêtes judiciaires, arrestations et révocations des maires HDP élus après les élections municipales du 31 mars continuent de plus belle. De nouvelles municipalités viennent s'ajouter à la liste, déjà longue, des mairies dirigées par un administrateur nommé par le ministère de l'Intérieur. À Diyarbakir, Şırnak et Tunceli, 4 municipalités ont vu leur maire élu destitué. Les raisons invoquées ? Des enquêtes judiciaires initiées par la préfecture. Au total, c'est 20 municipalités HDP qui ont vu leur maire élu se faire destituer pour être remplacé par un administrateur nommé par le ministère de l'Intérieur. À Diyarbakir, 3 mairies ont été encerclées par la police au petit matin, qui a bloqué toutes les voies d'accès. Une fois le dispositif policier mis en place, le gouvernorat a déclaré la destitution du maire et son remplacement par les sous-préfets de ces villes. Même procédé par le gouvernorat de Şırnak et même raison invoquée. Des enquêtes judiciaires en cours visant les maires élus HDP justifieraient le limogeage des édiles pour être remplacés par les sous-préfets de région. Le maire de Tunceli a également connu le même sort. Dans la mairie d'İpekyol, rattachée à Van, les coprésidents Azim Yacan et Shehzade Kurt avaient été arrêtés un jour avant ces nominations d'administrateurs. Hasankeyf, petite ville de l'Est, se retrouverait bientôt à 80% sous les eaux. En détruisant ce haut lieu de patrimoine culturel à ciel ouvert, l'État prive les locaux de leurs terres et provoquera un déséquilibre écologique. Les travaux de démolition pour la construction du barrage Ilısu, qui vont conduire à l'engloutissement sous les eaux du site historique vieux de 12 000 ans de Hasankeyf, continuent de plus belle. La cité antique de Hasankeyf va se retrouver inondée dans 2 mois, malgré l'opposition des résidents et des protestations des ONG. Ce site historique, situé sur la rive du Tigre, est connu pour ses grottes, ses églises et pour sa qualité d'être l'un des plus anciens lieux de vie dans le monde. La ville a été vidée et détruite. Le tombeau de Zeynal Bey, la mosquée Omeyyade et la mosquée El Rizk, ainsi que le hammam d'Artuklu, ont été déplacés de la cité qui abritait des centaines d'édifices historiques. Les habitations actuelles ont été transférées à 3 km dans la nouvelle Hasankeyf. 710 habitations et 98 commerces ont été attribués aux ayants droit, mais de nombreuses personnes se déclarent lésées. Si les autorités parlent de 400 familles qui auraient déménagé, les travaux de construction continuent dans les rues de la nouvelle localité et il ne semble pas y avoir grand signe de vie. Membre de la coordination de Hasankeyf, Ali Ergül a répondu aux questions de Mediascope.
C'est un projet de l'État et l'État ne veut pas reculer. Il voit les dommages écologiques, historiques, culturels et mémoriels qu'il va causer, mais insiste dans sa volonté d'aller jusqu'au bout. Hergule a particulièrement souligné les désastres écologiques à venir. Des millions d'organismes vivants vont être détruits dans ce lac artificiel. En fait, il ne s'agit pas d'un lac artificiel, mais d'une immense fosse septique, car les eaux usées de 5 villes vont s'y déverser, mais aucun traitement biologique n'est prévu. 100 000 personnes, issues de 199 villages, vont être obligées d'émigrer. Des millions d'organismes vivants vont être détruits. Et 300 habitations antiques vont être englouties par les eaux. Les opinions publiques, internationales comme nationales, ne peuvent pas rester silencieuses face à cela. L'Anglais James le Measurer, connu comme le chef de l'organisation humanitaire Casque Blanc en Syrie, a été retrouvé mort au bas de son immeuble à Istanbul. James Gustav Edward Le Mesurier est le cofondateur de l'organisation de protection civile en Syrie nommée Casque Blanc. L'ancien officier de renseignement britannique a été retrouvé sans vie devant sa maison à Istanbul. Le gouvernorat d'Istanbul a fait cette déclaration. Une enquête de large envergure administrative et judiciaire concernant la mort du citoyen britannique James Gustav Edward Le Mesurier a été lancée. Le corps retrouvé comportait des traces d'un objet contondant au visage. Les os des pieds et des mains étaient brisés. Il a été transféré à la morgue de la médecine légale pour une autopsie. Selon la police, la cause de cette mort suspecte a été une chute d'un endroit élevé. Le Mesurier avait été décoré de l'Ordre de l'Empire britannique par la reine d'Angleterre en 2016 pour son action de protection des civils syriens. Un compte Twitter attribué à Le Mesurier avait publié pour la dernière fois le 8 novembre. Les Casques Blancs est un réseau de recherche et de sauvetage composé d'environ 3000 volontaires. Ce groupe est surtout connu pour avoir porté à l'attention de la communauté internationale des accusations envers le régime syrien d'utilisation d'armes chimiques. Le groupe affirme avoir sauvé la vie de 62 000 personnes durant la guerre et d'avoir perdu 141 volontaires durant ces activités. Pour la première fois, un fils d'immigrés turcs prend les rênes d'une capitale outre-Rhin. Le Vert Belit Onay a été élu maire de Hanovre. Avec sa victoire au deuxième tour des élections municipales à Hanovre, sous l'étiquette des Verts, Belit Onay devient à 38 ans le premier politique d'origine turque à ce poste. La semaine dernière, il était arrivé en tête du premier tour. Dimanche, c'est avec 52,9% des suffrages qu'il a défait son concurrent des chrétiens démocrates, Eckhard Scholz. Le candidat victorieux a aussitôt tweeté « Hanovre a choisi un nouveau départ. Tout ce que je peux dire est merci. Je peux dès à présent vous promettre que je ferai le meilleur que je puisse pour les 7 années à venir. » Hanovre était dirigée depuis 1946 par le SPD. Cette victoire est donc une première pour les Verts dans cette ville. Belit Onay avait auparavant expliqué avoir décidé de s'engager en politique suite à l'incendie déclenché par les néo-nazis à Solingen en 1993, incendie qui avait décimé une partie de la famille Gensch. Merci de nous avoir regardés et à la semaine prochaine.